Hello and welcome to another episode of India and Global Bonjour et Left. bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Lawrence Wilkerson. Lawrence Wilkerson est un colonel à la retraite de l'armée américaine et ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain Colin Powell. Depuis sa retraite, il est un critique reconnu de la politique étrangère américaine. Colonel Wilkerson, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Wilkerson, welcome back to India and Global Left. Heureux d'être de retour parmi vous. Let's start with Gaza. Commençons par Gaza. Ce qui fait l'actualité, c'est que l'armée israélienne a désormais officiellement accordé une pause humanitaire de 10 heures pour permettre l'entrée de l'aide à Gaza. Mais ils continuent de tuer des gens. Al Jazeera affirme qu'ils ont tué au moins 41 personnes depuis l'aube, et la nuit n'est pas encore passée. Pendant ce temps, l'armée pilonne Gaza. J'ai le sentiment qu'ils essayent de pousser de plus en plus de personnes du centre de Gaza, de la ville de Gaza et de Deir al-Balah vers le sud, mais même pas vers tout le sud. Ils entassent de plus en plus de gens à Al-Mawasi, sur la côte, pour finir par y bloquer plus de 600 000 personnes, peut-être même à terme les 2 millions d'habitants, afin de les pousser ailleurs ou simplement de les laisser là, prisonniers, pour le reste de leur vie. Quel est votre ressenti sur ce qui se passe concrètement à Gaza? What is your sense of what's going on in Gaza in the ground? Eh bien, si les FDI en avaient l'occasion, ils les pousseraient à la mer et les laisseraient se noyer, tous. C'est ainsi que je le perçois. J'ai reçu au cours des 72 à 96 dernières heures des rapports de personnes sur le terrain à Gaza qui confirment certaines suspicions très fortes que j'avais déjà. Par exemple, l'un de ces rapports, et cela vient d'officiers militaires américains présents dans la région, associés à l'USAID et à d'autres organisations humanitaires, y compris l'ONU, m'a dit, et parfois par écrit, qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose de semblable dans leur vie, voir des foules de gens affamés. Je veux dire, on peut voir qu'ils sont affamés et qu'ils ont tellement soif qu'ils boiraient la boue dans la rue, qu'ils viennent dans un endroit où ils pensent qu'il y a de l'aide, avec leur bol tendu devant eux, prêts à recevoir cette aide, et qu'ils se font tirer dessus, qu'ils se font abattre sans pitié en grand nombre, juste sous les yeux de ces gens. C'était stupéfiant. Ils n'avaient jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Non seulement cela, mais des médecins disaient, des médecins de Médecins sans frontières et d'autres organisations, certains liés à l'ONU, qu'il semblait maintenant qu'ils visaient leurs tirs, leurs balles de fusil. Ils les tiraient dans les bras, dans les jambes, dans la tête, et finalement dans les testicules, avec une grande joie de pouvoir le faire, de choisir l'endroit exact. Ils allaient tirer sur ces personnes alors qu'elles cherchaient de la nourriture et de l'eau. Donc ces rapports qui nous sont parvenus, je dois le dire, confirment certains soupçons forts que j'avais déjà, mais c'est probablement la plus grande catastrophe humanitaire de ma vie. Et j'ai 80 ans. C'est incroyable ce qui se passe. Et cela devient de plus en plus révélé dans ce pays. De plus en plus de gens s'en indignent. Et je pense que c'est vrai partout dans le monde. J'ai fait un podcast il y a quelques jours avec l'Irlande et ils étaient très intéressés par la situation à Gaza, dans le sens que je viens de décrire, vraiment beaucoup. Leur Parlement et les membres du Parlement, vous en avez peut-être entendu certains, ont prononcé de très bons discours à ce sujet, de très bonnes interventions. Mais ils ont une position opposée sur l'Ukraine. Ce podcast visait donc à les détromper peut-être de leur attachement à la situation en Ukraine, comme le reste de l'UME.
Mais j'ai constaté qu'il y avait une profonde compréhension de ce qui se passe à Gaza. Si vous connaissez un peu l'histoire des troubles et du peuple irlandais, vous savez qu'ils ont eux-mêmes connu des problèmes similaires à cet égard. Mais je ne pense pas que quiconque, peut-être personne depuis Hitler, Auschwitz, Dachau et d'autres camps de concentration, ait fait ce genre de choses d'une manière qui touche enfin les peuples du monde et révèle ce que cela dit sur l'État qui commet ces actes. Donc Israël est actuellement un État paria. Je ne pense même pas qu'il mérite le titre d'État. Il devrait être purement et simplement exclu des Nations Unies comme première étape. Et ce que la Cour pénale, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale essayent de faire, que les États-Unis tentent lamentablement d'empêcher, devrait être poursuivi. Ils devraient aller de l'avant et faire ce qu'ils ont à faire. Cet État doit être puni. Cet État doit être sévèrement puni. Mais la première chose qui doit arriver, c'est qu'il cesse immédiatement ce qu'il est en train de faire. Je ne pense pas un instant que cela va se produire, car son principal soutien, c'est une sorte de garantie, si vous voulez, pour le pouvoir et l'argent. Et c'est ce que sont les États-Unis. C'est l'Empire. J'entends dire, et de sources fiables, que Donald Trump est en colère. Il est d'abord et avant tout en colère à propos des incursions d'Israël en Syrie, mais il est aussi en colère contre Netanyahou, qui ne l'écoute pas concernant ce qui se passe à Gaza. Et il reçoit beaucoup de pression de la part des Émirats, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte. Donc je pense qu'il commence à comprendre en partie la profondeur de la tragédie qui se déroule dans la région, et il commence à exercer une certaine pression sur Netanyahou. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas beaucoup de résultats, à part ces déclarations du type « Oh, nous allons avoir une période humanitaire ». Oh, toute personne qui souhaite survoler la zone en avion et larguer des parachutes de nourriture peut le faire. Mais, en même temps qu'ils font cela, bien sûr, ils arrêtent le dernier navire qui arrivait avec des fournitures humanitaires et emprisonnent, ou du moins placent en garde à vue, les personnes à bord. Donc Netanyahou semble être inarrêtable dans ses, je ne sais même plus comment appeler cela, meurtres. Et bien sûr, les chiffres sont tout simplement obscènes. On parle de 50 000 à 60 000 morts. Nous savons maintenant que les chiffres dépassent largement les 200 000 personnes tuées, dont probablement 50% de femmes et d'enfants. C'est inadmissible, et pourtant cela continue. Pour mettre les choses en perspective, les tirs effectués par les FDI au nom de l'aide ont tué 1000 personnes. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente plus que le nombre de civils tués par le Hamas le 7 octobre. Je pense que c'est un point sur lequel il faudrait que les gens prennent un moment pour réfléchir. Nomir le pense aussi. Oui, et le blocus depuis mars, lorsque le cessez-le-feu a été rompu par Israël, a rendu la famine extrême. Je veux dire, Lisa Locke, la responsable de la protection des travailleurs médicaux, s'est rendue là-bas pour la 9e fois, et elle a rapporté depuis Gaza-Ville qu'elle n'avait jamais vu autant de personnes mendier dans la rue, la main sur la bouche, demandant de la nourriture. Et je connais un peu cela, ayant grandi et vécu en Inde, à quel point il est révoltant de voir des gens mendier pour de la nourriture. Et vous devez en savoir un peu à ce sujet aussi, aux États-Unis. Cela arrive, même si ce n'est pas à l'échelle de ce qui se passe à Gaza ou en Inde. Mais c'est une chose terrible. Et maintenant que les camions entrent par Zakim au nord, très probablement depuis la Jordanie, en transportant de l'aide alimentaire, nous avons des rapports de personnes qui sautent sur ces camions en mouvement. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils faisaient cela, ils ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre que les camions s'arrêtent aux entrepôts, parce que leurs familles, leurs enfants, les femmes et eux-mêmes
n'ont pas mangé depuis des jours. C'est indescriptible. Ça l'est. Des médecins m'ont dit, nous avons organisé un petit rassemblement sur la pelouse est du Congrès il y a quelques jours et nous avions là les médecins contre le génocide, ainsi qu'un certain nombre d'autres organisations. Je travaille avec Médecins contre le génocide depuis qu'ils ont essayé pour la première fois d'entrer au Congrès et qu'ils ont été interpellés par la police du Capitole. Au point de presque ne voir personne, parce que la police allait tous les mettre en prison, menottés avec des liens en plastique et emmenés. Nous avons réussi à empêcher cela au moins. Mais ils me disent que certaines de ces personnes n'ont pas mangé depuis si longtemps qu'elles perdent leur capacité mentale à faire face à la vie. On ne peut pas les sauver simplement en les nourrissant, car ils sont incapables, biologiquement, de régénérer leur corps. Ils ont été affamés trop longtemps, et c'est absolument horrible à voir, une personne qui ne peut même plus manger ou boire de l'eau parce qu'elle n'est plus là. Ils sont littéralement condamnés, attendant juste de mourir. Et combien de ces personnes ont-ils rencontré? Et ces médecins vont et viennent de Rafah, de Khan Younes et d'endroits similaires, presque depuis le début de cet holocauste. Et ils disent encore qu'ils voient des choses qu'ils n'arrivent pas à croire. Un médecin m'a parlé d'un drone qui est entré dans la salle d'opération, si on peut appeler ça une salle d'opération. C'est difficile de lui donner ce nom. Mais il y avait bien une table en acier inoxydable et un drap blanc dessus, et ils étaient en train de s'occuper d'un jeune bébé. Le drone a plané au-dessus de la table, a observé le bébé, a consulté une sorte d'intelligence en mosaïque, probablement fournie par Palantir, puis il a foudroyé le bébé, l'a tué, puis s'est retourné vers les médecins comme s'il allait les tuer eux aussi. Et bien sûr, ils ont eu peur. Mais c'est avec ça qu'ils vivent. C'est horrible. Skake. Parallèlement à toutes ces discussions sur l'aide humanitaire, il y a les discussions sur un cessez-le-feu. Et nous recevons des déclarations assez incohérentes venant de Washington. Je veux dire, un jour, ils disent que la perspective de négociation est terminée parce qu'ils sont très en colère contre le Hamas pour ne pas avoir accepté la libération des prisonniers. Le lendemain, je crois que la dernière déclaration date d'hier, Marco Rubio a dit que nous étions maintenant très proches d'un cessez-le-feu, laissant apparemment entendre que le Hamas pourrait être disposé à libérer les prisonniers. Toutes ces discussions ne mentionnent pas de cessez-le-feu permanent, et il continue de répéter ces absurdités sur le désarmement du Hamas. Je veux dire, on peut parler de sanctions internationales contre le Hamas s'il devait franchir, disons, les frontières de 1967 selon la norme internationale. D'un côté, on parle de la reconnaissance d'un État palestinien, ce dont les Français, les Anglais et d'autres ne parlent pas. Donc d'un côté, il y a ce discours sur l'octroi d'un État palestinien. De l'autre, on leur demande de déposer les armes. Je veux dire, en quoi cela a-t-il du sens? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous pensions qu'avoir un État signifiait avoir une armée. Qu'en pensez-vous? Ce qui me dépasse, ce que je n'ai jamais réussi à comprendre. Je pense que le dilemme du cessez-le-feu, si c'est bien le terme approprié, est causé par Bibi Netanyahou. Je crois que Netanyahou considère la situation de manière très personnelle. C'est personnel au sens politique. Autrement dit, il doit maintenir la cohésion de sa coalition, et les membres d'extrême droite de cette coalition ne le laisseront pas reculer, ne lui permettront pas d'obtenir un cessez-le-feu, même si certains d'entre eux ont déclaré qu'ils le feraient pour récupérer les otages. Ce n'est pas un accord qu'ils souhaitent conclure, et ils quitteront la coalition s'il met en place un tel accord. Il est donc le véritable obstacle à un cessez-le-feu. Il y a une autre raison pour laquelle il constitue un obstacle. Il est très désireux de repartir en guerre contre l'Iran,
Mais il ne l'est pas vraiment si les États-Unis ne promettent pas de suivre, car il sait qu'il va perdre. Cela a été prouvé lors de la belle guerre de 12 jours, qui n'a rien eu de beau pour Israël. Ce fut dévastateur pour Israël, tant sur le plan psychologique que matériel. Ils ont essuyé une raclée. S'ils repartent en guerre sans les États-Unis, et peut-être même avec les États-Unis, selon ce que ça signifie, ils vont être vaincus, et l'Iran va se venger d'eux. Donc il n'a pas encore tout mis en place. Il doit donc continuer à utiliser le conflit à Gaza pour se maintenir au pouvoir. Il est donc le principal obstacle à un cessez-le-feu. Je pense que Wilkerson l'a dit à Trump. Maintenant, ce que Trump va en faire, c'est une toute autre question. Car Trump semble être prisonnier des milliardaires qui le tiennent en laisse et ne le laissent pas remonter. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de chances qu'il prenne des mesures plus fermes à l'égard de Netanyahou, et en particulier concernant un cessez-le-feu. Autrement dit, ce n'est pas la faute du Hamas, c'est la faute de Netanyahou. C'est ce que veut Netanyahou. Bien sûr, oui. Non, le Hamas veut clairement un cessez-le-feu. Il y a une pression énorme sur le Hamas de la part des Palestiniens eux-mêmes. Mais j'imagine que cette idée, selon laquelle le Hamas devrait se rendre, revient presque à dire que les Iraniens doivent abandonner leur programme de missiles balistiques s'il doit y avoir des discussions. Et puis, en parallèle, on parle d'accorder la reconnaissance d'un État à la Palestine. Je veux dire, la presse progressiste, dont je pensais qu'elle soutenait la solution à deux États sur la base des frontières de 1967, ne critique jamais cette idée, selon laquelle le Hamas devrait se rendre et que cela devrait être une clause dans les négociations de cessez-le-feu. Je pense que tant que l'on s'accroche à cette clause, que le Hamas doit se rendre pour qu'il y ait un cessez-le-feu permanent, on n'obtiendra pas de cessez-le-feu au sens véritable du terme. C'est ce que je constate. Je pense que c'est assez exact. Et j'ajouterais que les États arabes, à ma connaissance, Riyad en particulier, le Qatar en particulier, ont dit que s'il n'y a pas de solution à deux États, même lointaine à l'horizon, ils ne nous soutiendront pas. Et vous ne pouvez pas ressusciter les accords d'Abraham. Vous ne pouvez rien faire de ce dans quoi nous étions impliqués, car nous avons besoin d'avoir en tête l'idée qu'il existe quelque part un plan viable pour une solution à deux États. Il n'est pas nécessaire que ce soit pour la semaine prochaine, mais cela doit exister quelque part. En même temps, comme je l'ai dit, Netanyahou a besoin de continuer, de poursuivre la guerre maintenant. Votre remarque sur les médias libéraux ou le camp libéral, s'il en existe un, en Israël, me semble avoir atteint un point culminant avec « je lis Haaretz tous les jours pratiquement, parfois 2 fois par jour ». Je ne les lis même plus parce qu'ils ne reconnaissent pas la véritable ampleur de ce conflit. Je veux dire, ils publient des articles qui disent ceci ou cela, qui sont négatifs pour Netanyahou ou pour l'ensemble du gouvernement ou la Knesset ou peu importe. Mais si on regarde leur ligne éditoriale et qu'on lit attentivement, ils ressemblent un peu à J Street dans ce pays. J'ai toujours pensé que J Street en Amérique, c'était un peu comme un AIPAC allégé. En d'autres termes, les Israéliens sont intelligents. Ils sont très intelligents. Un jour, AIPAC pourrait s'effondrer. Il nous faut une alternative. Alors ils ont ce groupe J Street, dirigé par Jeremy Ben-Ami, et ce groupe prétend être plus libéral. Mais si on analyse vraiment, je ne suis pas si sûr qu'il le soit. C'est vrai. Le côté doux de l'AIPAC, oui. Absolument. Et je suppose que tu avais raison concernant la pression exercée sur la coalition de Netanyahou pour maintenir la guerre. Je veux dire, le New York Times a bien sûr publié un rapport d'enquête détaillé sur la façon dont l'extrême droite a en réalité détourné un plan pour un cessez-le-feu plus significatif bien plus tôt. Mais je pense que cela devient aussi très clair quand on regarde ce qui se passe en Cisjordanie, car là-bas, il n'y a pas le problème du Hamas.
Et je crois qu'il y a 2 jours, ils ont approuvé l'extension de la colonie de Ma'ale Adumim, qui est ce grand bloc de colonies, tu sais, au centre, Jérusalem-Est à l'ouest, la vallée du Jourdain à l'est et Jéricho au nord. Et cela sépare en quelque sorte tous ces cantons en Cisjordanie, si vous voulez, et ils ont approuvé, ils ont donné le feu vert à 31 000 constructions à Ma'ale Adumim. Pendant ce temps, les colons ont considérablement intensifié leur violence, tuant du bétail, tuant des Palestiniens et utilisant l'armée israélienne de la manière la plus éhontée. En fait, les Palestiniens là-bas disent qu'auparavant, l'armée israélienne maintenait une façade de neutralité. Donc les colons venaient et nous tiraient dessus et nous pouvions au moins aller voir l'armée et déposer une plainte. Maintenant, ils viennent avec les colons et tirent parce qu'apparemment, les colons estiment que l'armée israélienne n'est pas assez radicale en Cisjordanie. Et Bezalel Smotrich a été nommé le tsar. Donc je pense que l'ensemble de la situation devient beaucoup plus clair quand on suit aussi ce qui se passe en Cisjordanie. Je pense que tu as raison. Il faut regarder ça de près. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Netanyahou apprécie que l'attention soit portée sur Gaza, car cela lui permet en quelque sorte de faire des choses tout aussi odieuses en Cisjordanie, sans être inquiété. J'ai entendu dire que la semaine dernière, des colons ont incendié les maisons de famille palestiniennes et que l'armée israélienne se contentait de regarder. Bien sûr, ils ont attaqué une église chrétienne, ce qui a même poussé notre ambassadeur, qui est pourtant un nationaliste chrétien convaincu et un fervent partisan de Netanyahou, à faire des commentaires à ce sujet. Il est même allé se tenir dans la salle d'audience où Netanyahou était entendu. Notre ambassadeur est entré dans un tribunal israélien, et vous savez, il a fait peser l'influence des États-Unis dans cette salle d'audience. Il ne fait aucun doute que c'était son intention. Mais même lui a dû s'exprimer sur le meurtre de citoyens américains et sur l'église attaquée par les colons. La Cisjordanie est aussi mauvaise que Gaza à bien des égards, et ils ne comptent pas y renoncer, ni abandonner les terres qu'ils ont prises en Syrie. Ils ne vont pas lâcher le Liban. J'ai un message pour le gouvernement libanais à Beyrouth. Vous faites désormais partie d'Israël, et ce sera le cas tant que l'Empire ne s'y opposera pas. Oui, je pense que c'est une bonne transition vers ce que vous avez mentionné plus tôt à propos de certaines des différences que l'administration Trump pourrait avoir avec Israël en ce qui concerne la Syrie. Et peut-être que le Liban pourrait aussi en faire partie. Je pense, d'après ce que j'en vois, que l'administration Trump voulait intégrer la Syrie et le Liban dans ce qu'elle considérait comme les accords d'Abraham. On peut donc imaginer un Abraham II, que ce soit de manière formelle ou informelle. Et finalement, peut-être même utiliser indirectement la Turquie pour constituer ce bloc géostratégique et géoéconomique contre, disons, les BRICS, ce qui inclurait la Russie, l'Iran, voire même l'Inde, dans une certaine mesure. Je pense que c'est le grand objectif, la division telle que je l'aperçois dans la région. Mais Israël, bien sûr, a sa propre ambition de pulvériser la Syrie, de pulvériser le Liban. Et cela pourrait être un point de discorde entre l'administration Trump et Israël. Je ne sais pas à quel point cette friction peut être importante, car finalement, à la fin de la journée, ce sont les Syriens qui se font bombarder, les Sud-Libanais qui se font bombarder, et l'histoire continue. Mais je suis simplement curieux de savoir comment vous percevez cette impasse récemment dans la ville de Suaïda, au sud-ouest, dans la province supérieure de Suaïda, une ville à majorité druze, où il y avait apparemment 2 types de conflits. L'un était le conflit interne, sectaire, entre les Druzes et les Bédouins. Et puis, il y a la dimension extérieure, où Israël a souvent, depuis l'époque de Ben Gourion,
essayaient d'appliquer ce qu'ils appelaient, je crois, la politique de la frontière, ce qui signifiait qu'il fallait s'appuyer sur les non-arabes, car selon Jabotinsky et d'autres idées sionistes, les Arabes et les Juifs ne pouvaient pas vivre ensemble. L'idée était donc de conclure des alliances, même avec l'Iran. C'est d'ailleurs pour cela que jusqu'à la révolution iranienne, l'Iran était un allié, parce que l'Iran et même les Turcs, les Druzes, les Bédouins et les chrétiens du Liban étaient considérés comme des alliés servant de rempart contre les Arabes. Mais quoi qu'il en soit, je m'intéresse à la façon dont vous percevez la Syrie. Eh bien, j'aborde la question dans un sens beaucoup plus général, géopolitique et géostratégique, avant tout. Nous essayons de stopper les 3 initiatives chinoises de la nouvelle route de la soie, une au nord, une au centre et une au sud. Celle du sud, bien sûr, est menée, à bien des égards, par l'Iran, car c'est là que se trouve la tête de ligne ferroviaire sur la périphérie sud. Maintenant, ils essayent, comme vous le savez probablement, de développer un itinéraire qui était utilisé par l'Empire perse et d'autres à l'époque, et qui a été utilisé par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour approvisionner l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, en remontant le golfe Persique, une route terrestre. Ils essaient d'activer celle-ci afin de s'éloigner d'une partie de ce trafic maritime et des menaces qui pèsent sur ce trafic, comme les Houthis en mer Rouge par exemple. Mais nous sommes engagés dans une lutte impériale pour sauver notre empire face à l'Orient, dont l'aimant est la Chine, et dont l'instrumentalisation de cet attrait se manifeste à travers ces 3 initiatives de la ceinture et la route et tout ce qu'elles représentent. L'Ukraine étouffe celle du centre. Nous travaillons avec les Ukrainiens et d'autres. Vous avez peut-être entendu certaines des déclarations du général Donahue, par exemple, des propos très agressifs concernant Kaliningrad et la façon dont nous pourrions menacer Kaliningrad à tout moment, si nous le voulions, ce qui est existentiel pour la Russie, tout comme les lance-missiles américains en Ukraine orientale l'étaient et ont déclenché l'opération militaire spéciale. Je comprends aussi que nous sommes en train de provoquer des tensions dans l'Arctique. Nous créons donc un arc de crise, volontairement avec nos alliés, qui s'étend du cercle arctique, où la Chine souhaite désormais jouer un rôle, et où la Russie est déjà un acteur majeur, le principal acteur grâce à sa façade maritime, jusqu'aux Balkans, à la mer Baltique, en passant par l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, où nous cherchons à renverser les gouvernements, et jusqu'à la guerre que nous cherchons à provoquer avec l'Iran. Et tout cela fait partie de ce sur quoi Trump est peut-être un peu cohérent. Je ne pense pas qu'il soit un génie dans ce genre de choses, mais il y a des gens derrière lui qui ne sont pas des génies non plus, mais qui savent ce qu'ils font, des milliardaires par exemple, très intéressés par le rétablissement de la grandeur passée de l'Empire américain. Et ils considèrent la Syrie comme une sorte de complication à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils ne savent pas exactement comment gérer cela, mais ils ne veulent surtout pas que les Israéliens et les Turcs s'engagent sérieusement dans une guerre en Syrie. Vous avez peut-être vu que récemment la Russie nous a informés, puis est descendue à Tanf et a bombardé autour du périmètre de nos troupes là-bas. Ils nous avaient dit qu'ils allaient le faire. Eh bien, pourquoi ont-ils fait cela? Ils ont fait cela parce que nous formons des terroristes dans cette zone et que nous les relâchons en Syrie. Dieu sait pourquoi nous faisons cela, mais nous continuons à le faire. Je soupçonne que c'est la CIA et le Mossad, peut-être le MI6. Ils travaillent tous plus ou moins ensemble maintenant. Mais les Russes essayaient de tuer certains de ces terroristes alors qu'ils sortaient, pour ainsi dire, de la zone que nous avons en quelque sorte délimitée dans cette partie de la Syrie. Donc la Syrie est un vrai chaos en ce moment, et je ne pense pas que les États-Unis sachent ce qu'ils font. On pourrait dire cela de tout le Levant.
Mais Netanyahou s'implique dans ce chaos parce que ce qu'il veut, c'est de l'eau et du territoire. C'est ce qu'il veut, de l'eau et du territoire. La même chose qu'il veut au Liban. Je pense qu'il veut un peu plus de contrôle sur le Liban. Pourquoi avons-nous construit la plus grande et la plus chère ambassade des États-Unis d'Amérique au Liban? Eh bien parce que ce n'est pas une ambassade, ce n'est pas un lieu de diplomatie. Oh, il y aura quelques diplomates là-bas. Nous y mettrons un ambassadeur. C'est la CIA, le MI6 et le Mossad. C'est pour ça qu'elle existe. Elle est immense. Si vous voyez les photos satellites, il faut imaginer peut-être Bagdad multiplié par 3. Donc, c'est un grand jeu auquel nous jouons, un grand jeu contre la Chine. Oui, je crois qu'il y a cet ambassadeur britannique, le nom m'échappe, qui a mené des enquêtes sur ce complexe au Liban, la soi-disant ambassade au Liban. D'accord, et je pense que des petits États comme l'Azerbaïdjan, ou même dans une certaine mesure l'Arménie aujourd'hui, qui sont probablement, je crois qu'ils semblent récemment se rapprocher de la Turquie, même s'ils savent que la Turquie s'aligne toujours avec l'Azerbaïdjan, parce qu'elle voit son avenir dans l'expansion de son influence dans la région, tout le corridor de Zangezur. La Turquie est extrêmement investie dans la recherche d'une influence toujours plus grande là-bas. Je pense que des pays comme l'Azerbaïdjan jouent avec le feu, parce qu'ils sous-estiment probablement la détermination de la Russie, pensant que la Russie est embourbée en Ukraine et sera plus souple dans le Caucase du Sud. Et nous savons maintenant qu'Israël, dans la mesure où ils ont réussi à utiliser le territoire azerbaïdjanais pour lancer ses attaques dans les premiers jours contre l'Iran. Et l'Iran ne prendra pas cela à la légère. Et j'ajouterais même qu'ils sont en train de rassembler beaucoup de ces personnes en ce moment. Et maintenant, les Chinois sont plus directement impliqués en Iran parce qu'ils considèrent cela comme une menace. Dans ce cas, même l'Inde a un intérêt à protéger l'influence de l'Iran sur le corridor de Zangezur, en raison de son investissement dans le port de Chabahar, qui se connecte via le Zangezur à la Russie, et ainsi de suite. Donc je pense que l'Occident, peut-être la Turquie, et ses petits États sous-estiment le pouvoir. Et l'insur cette déterminité to grow ici. Je le pense aussi. Je me réfère parfois à un exemple historique. Notre guerre de sécession a produit à la fin plus d'1 million d'hommes aguerris par les combats. À l'époque, il ne s'agissait que d'hommes. C'était une armée redoutable. Si l'on regarde le consul britannique à Charleston, en Caroline du Sud, qui avait été mandaté par le ministre des Affaires étrangères britannique et le Premier ministre en personne, chargé de les informer de l'avancée de l'armée de l'Union à cette époque, on comprend la crainte qui habitait de nombreux Européens, y compris les Britanniques. Car il s'agissait d'une armée d'1 million d'hommes aguerris, et personne en Europe ne pensait qu'elle ne serait pas utilisée ailleurs. Bien sûr, nous ne l'avons pas fait. Nous l'avons essentiellement dissoute, et une partie a été envoyée à l'ouest pour tuer les Amérindiens. Mais c'est ce qu'est l'armée russe aujourd'hui. C'est l'équivalent de cette armée en plus. Elle est aguerrie par les combats. Sa base industrielle de défense est sans précédent. Je dirais que la seule autre au monde qui puisse rivaliser est celle de la Chine. Certainement pas la nôtre. Ils peuvent produire bien plus de matériel de guerre en un mois que nous en une année. Le seul pays capable de les égaler, c'est la Chine. Donc tu as tout à fait raison, la Russie ne va pas tolérer cela. Et une fois que l'Ukraine sera finie, et cela arrivera probablement avant que la boue n'arrive dans 7 ou 8 semaines en Ukraine, en termes de défaite militaire, et peut-être aussi pour Zelensky, car en ce moment il est dans une telle situation que quelqu'un va probablement l'abattre, cette armée sera prête à faire ce qu'elle veut ailleurs, peut-être là-bas dans le Caucase. Donc c'est pas une bonne chose à faire. C'est pourquoi je continue de dire que nous sommes à la veille
Je pense que nous sommes dans les premières escarmouches d'une guerre régionale qui pourrait se transformer en guerre mondiale. À quel point pensez-vous qu'il est probable qu'il y ait une nouvelle guerre avec l'Iran? Parce que beaucoup de gens disent que ce n'est qu'une pause temporaire et qu'une guerre imminente finira par éclater. D'un autre côté, mon analyse est que cela pourrait ne pas être vrai, compte tenu du type d'opération qu'Israël a menée en Iran. Dans la mesure où elle a été couronnée de succès dans les premiers jours, cela a été le résultat d'une longue préparation et de nombreuses opérations clandestines. L'assassinat de scientifiques, le ciblage direct de leur domicile, l'utilisation de drones et de missiles de croisière lancés depuis les frontières montagneuses du nord de l'Iran, et ainsi de suite. Par les Azerbaïdjanais, les Afghans et d'autres, bien sûr. Et maintenant, l'Iran expulse ces Afghans et Azerbaïdjanais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi eu beaucoup de cyberattaques pour tromper les Iraniens. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, Israël a vraiment subi de lourdes frappes de la part des Iraniens. Je veux dire, ils ne s'attendaient pas à une telle intensité. Et il ne s'agit pas seulement des ports de Haïfa, de la raffinerie de Haïfa, etc., mais aussi de frappes en profondeur contre ce qui est l'équivalent de leur Pentagone, etc., etc. Et ils auraient manqué de leur troisième missile si les Américains ne les avaient pas soutenus. Je veux dire, un rapport indique que le nombre de missiles qu'ils ont utilisés prendra 3 ans à reconstituer. Et enfin, si l'on suit Michael Wolff et d'autres qui ont écrit des livres sur Trump, ils disent que Trump ne veut pas nécessairement une guerre avec l'Iran. C'est ce qu'il dit, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, alors serait-il si facile pour Netanyahou d'entraîner les Américains dans une nouvelle guerre avec l'Iran? De plus, étant donné que des personnes comme Tucker Carlson, Steve Bannon et d'autres, dans la base MAGA, ont réagi très vivement auparavant au bombardement de Natanz, Isfahan et Fordo. Quel est votre avis là-dessus? J'espère que vous avez raison, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Et voici une autre crainte que j'ai. Je communique régulièrement avec le Dr Ted Postol, professeur émérite au MIT, qui a réalisé une analyse très approfondie, dont je possède une copie, de ce que nous avons réellement fait à l'Iran concernant leurs installations nucléaires. Oh, oui. Oh, yes, yes. J'ai eu son suite. Oui, je pense qu'il a raison sur 3 points très importants. Premièrement, nous n'avons pas causé tous les dégâts que nous avons prétendu avoir causés. Deuxièmement, et cela en fait partie, c'est en partie parce qu'ils avaient déplacé une grande partie de leur matériel, pour ainsi dire. Deuxièmement, ils ont maintenant une décision à prendre. Vont-ils suivre la fatwa? Vont-ils suivre l'anathème, selon lequel les armes nucléaires sont interdites par l'islam? Ou vont-ils suivre un raisonnement stratégique solide? Et troisièmement, ils en sont capables. Ils peuvent construire une bombe maintenant, ou 10 ou 12 bombes. Ils peuvent rendre cette bombe opérationnelle sur une ogive et un missile, probablement en 90 à 120 jours. S'ils prennent cette décision, ils feront ce que les Nord-Coréens ont fait. Lorsque j'étais au gouvernement, les Nord-Coréens ont procédé à un essai et nous ne l'avons même pas su. Nous avons reçu des relevés sismiques du centre sismique de Genève et nous nous sommes dit « Waouh, ce sont des relevés inhabituels ». Mais nous n'avons reçu aucun autre signe de renseignement indiquant un essai d'armes nucléaires, comme cela avait été le cas, par exemple, avec le Pakistan et l'Inde. Alors nous avons tout mis en branle. Nous nous sommes dit « Ils vont refaire un essai ?» Ils l'ont fait et nous l'avons détecté. Et la manière dont nous l'avons détecté a confirmé à 95% en tout cas qu'ils en avaient déjà fait un auparavant. C'est donc ce que fera l'Iran. Ils ont appris des Nord-Coréens. J'ai travaillé sur le réseau Akukan.
Je sais comment l'Iran et la Corée du Nord collaboraient sous l'égide d'Aqil Khan, même si je ne pense pas que Khan lui-même, le père de la bombe islamique, voulait que l'Iran obtienne la bombe. Je pense qu'il y avait une certaine animosité à ce sujet. Mais les Nord-Coréens, eux, n'avaient aucune animosité. Ils travaillaient avec les Iraniens, ils savent comment se cacher sous terre et faire un essai, et je ne pense pas que nous le détecterions. Et alors ce serait un fait accompli. Vous voulez attaquer Israël? Nous disparaîtrons. Israël, vous savez, c'est un petit pays. L'Iran est un pays immense. Comme Mao Zedong l'a dit à propos de la Chine pendant la guerre froide, vous pouvez tirer vos armes nucléaires sur moi. Vous tuerez peut-être 100 millions de personnes. Je tirerai les miennes sur vous et vous anéantirez totalement. Je veux dire, on peut imaginer que cela se produise. Et je pense qu'ils réfléchissent probablement très sérieusement à prendre cette décision en ce moment, s'ils ne l'ont pas déjà prise. Et cela change complètement la donne. Oui, as-tu lu le rapport d'aujourd'hui? Je n'ai pas encore eu le temps de le suivre de près, mais j'ai lu les gros titres, disant que l'Iran invite à nouveau l'inspection basée à l'ONU. Et je pense que c'est toujours l'AIEA. Donc d'un côté, juste après la guerre, il y avait tellement de colère parmi les Iraniens en général contre l'AIEA parce qu'ils soupçonnent, et je pense à juste titre, que l'AIEA transmettait des informations au Mossad. Et tu sais, aidés dans cette guerre. Ils ont donc été expulsés. Il y a eu d'énormes débats au sein de la direction iranienne du Parlement, etc. Mais aujourd'hui, j'ai lu les gros titres. Je n'ai pas encore eu le temps de suivre en détail ce qui se passe. Mais ils ont dit qu'ils s'engageaient à ne pas construire de bombes nucléaires. Oui. Voici ce que je pense. Je pense que le président a prononcé un discours qui a même mis en colère le peuple iranien. Je pense que le ministre des Affaires étrangères a tenu un ou deux propos qui ont probablement accentué cette colère parmi les Iraniens. Et je pense qu'ils dissimulent la vérité. Je pense qu'ils dissimulent de la même manière que nous l'avons fait avec eux, puis que nous les avons bombardés et assassinés nombre de leurs dirigeants. Et ils dissimulent pendant qu'ils cachent ce qu'ils font réellement. Je n'en ai pas la preuve, mais je pense qu'ils vont retourner la situation contre nous. Oui, s'ils devaient tirer une leçon de ces escalades, ce serait d'apprendre à être un peu plus trompeurs, car les Israéliens et les Américains sont doués pour cela. Je voudrais enfin aborder l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, et essayer de comprendre vers où tout cela se dirige. Car les derniers rapports indiquent que la Maison-Blanche est très en colère contre le président Trump. Il parle d'imposer un tarif douanier de 100% et de nouvelles sanctions s'il n'y a pas de cessez-le-feu d'ici une cinquantaine de jours. Et Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que leurs alliés européens, principalement l'Allemagne et les pays nordiques, la Suède, le Danemark, la Finlande, etc., y compris le Canada, sont davantage intéressés par l'achat d'armes pour subventionner celles qui seraient envoyées. Donc en fait, selon moi, Trump cède désormais aux exigences du complexe militaro-industriel. Et ce seraient essentiellement les Européens qui subventionneraient. Donc, si vous regardez l'aide, par exemple, c'est très intéressant. Le Financial Times a analysé la répartition de l'aide. Toute l'aide qui s'est tarie après l'arrivée de Trump au pouvoir a été rapidement remplacée par les Européens. Ainsi, l'aide globale n'a pas du tout diminué. En fait, elle a même légèrement augmenté. Et ce sont les Allemands et les pays nordiques qui ont contribué. Et ils disent que la France, l'Italie et les Britanniques, bien sûr, et la France, l'Italie et l'Espagne, doivent faire plus parce qu'ils n'ont pas acheté assez d'armes aux Américains. Donc, ce que je constate, c'est que l'argent des contribuables européens est envoyé dans le complexe militaro-industriel américain pour tuer de plus en plus d'Ukrainiens, et dans une certaine mesure de Russes sur le terrain, tandis que la Russie pousserait son contrôle toujours plus à l'ouest. Je ne suis pas sûr dans quelle mesure
la Russie contrôle les 4 oblasts. Mais donne-moi ton avis sur la direction que ça prend. But give me your sense of where this is heading towards. Eh bien, tout d'abord, 50 à 60% de cette aide, soi-disant européenne ou américaine, ou des dollars américains transitant par Israël, va aux oligarques. Elle ne va pas aux armes ni à la guerre, elle va aux oligarques. C'est à quel point l'Ukraine est corrompue. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Zelensky vient de dissoudre les 2 seules organisations que, lorsque j'étais au gouvernement, nous les avions obligés à créer, des organisations anti-corruption. Parce que franchement, l'Ukraine était l'un des États les plus corrompus auxquels j'ai eu affaire dans ma vie. Et j'ai eu affaire à la Corée du Nord. À l'époque, la Corée du Nord était un État criminel, obtenant ses devises fortes en contrefaisant des cigarettes américaines, y compris avec les timbres fiscaux, et en contrefaisant la monnaie américaine à hauteur de 20 milliards de dollars par an. Donc un État criminel, l'Ukraine était pire. Cela n'a pas changé. Ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas un pays fonctionnel en matière de lutte contre la corruption ou ce genre de choses. Beaucoup de cet argent est gaspillé. Tout cela pour dire que sur le terrain, les Russes ont peut-être 6 semaines, disons jusqu'à la mi-septembre ou quelque chose comme ça, avant que la boue n'arrive et que le terrain ne devienne presque impraticable pour les véhicules blindés et autres. Ils tiennent actuellement les 2 points majeurs en Ukraine dans une sorte de chaudron. Leurs troupes s'emploient à fermer ces chaudrons et ils vont complètement anéantir les restes sérieux de l'armée ukrainienne. Ce qui est l'objectif des Russes. Pas de prendre du territoire, pas de prendre des villes. Vous savez, cela est accessoire, sauf quand il s'agit du territoire qu'ils veulent, comme les oblasts de l'Est. Mais détruire la capacité de l'Ukraine à faire la guerre, détruire leur armée, c'est ce qui est sur le point de se produire. C'est sur le point d'être terminé. Peu importe ce que font les Européens, peu importe ce que fait Donald Trump, à moins d'utiliser des armes nucléaires, les Russes ont gagné. Voilà la situation sur le terrain. Je dirais que, est-ce que cela résulterait d'une escalade de l'invasion terrestre? Parce que jusqu'à présent, d'après ce que je lis dans les médias traditionnels, ils intensifient ces attaques de drones avec les drones iraniens Shahed, rebaptisés Jiran 3, puis en combinaison avec des missiles de croisière et balistiques. Mais les médias traditionnels ne rapportent aucune escalade des offensives terrestres de la part de la Russie. Donc, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Il n'y a personne en Occident qui soit compétent pour rendre compte de ce qui se passe là-bas en ce moment. Il y a aussi d'autres choses qui entrent en jeu. Regardez les vidéos des manifestations qui ont désormais lieu dans toute la partie de l'Ukraine sur laquelle Zelensky a encore un certain contrôle. Regardez les personnes qui manifestent. Observez ces jeunes hommes de 20, 21, 22 ans, des jeunes hommes élégants, bien habillés. Demandez-vous pourquoi ils ne sont pas dans l'armée. Pourquoi ne sont-ils pas sur le front? Eh bien, ils ne sont pas sur le front parce qu'ils sont les fils des oligarques et des familles d'oligarques. Ils ne vont pas à la guerre. Cette situation politique va détruire Zelensky. Parce que ces gens-là sont du même genre que ceux que j'ai vus lorsque Yushchenko, Timoshenko et tous ces corrompus dirigeaient l'Ukraine, et ils changeaient constamment de dirigeants parce qu'ils n'arrivaient jamais à se mettre d'accord sur qui allait le mieux violer, piller et dépouiller le pays, puis redistribuer le butin entre eux. Voilà le problème politique auquel ils sont confrontés aujourd'hui. Pendant ce temps, tout leur appareil logistique, leur capacité à recevoir des armes, le réseau ferroviaire, routier et tout le reste est en train d'être coupé et sera détruit d'ici la mi-septembre, voire plus tôt, totalement détruit. Zelensky fuira ou il sera assassiné. Et alors la question sera, qui va diriger l'Ukraine? Que vont faire les Européens? Et que va faire l'Amérique?
Parce que nous allons être confrontés à une victoire militaire des Russes, malgré tous nos efforts. Ce sera un moment dangereux. Un moment dangereux. Allons-nous réellement déclencher la Troisième Guerre mondiale ou allons-nous reculer et trouver une manœuvre pour sauver la face? Et cette situation pourrait alors stagner pendant 2 ou 3 ans sans jamais être résolue. Et les Européens feront des déclarations et nous ferons des déclarations. Pendant ce temps, regardez la situation physique de l'Empire. Nous sommes en faillite. La seule façon dont nous créons de l'argent, c'est en l'imprimant. Rien ne soutient cette monnaie. Nous sommes tellement endettés en ce moment que si vous vendiez les États-Unis, tout ce qu'il y a dedans, vous ne pourriez pas rembourser notre dette. Le monde en est désormais conscient, à des degrés divers. Le monde s'organise pour en tirer parti, mené bien sûr par la Chine, mais la Russie joue aussi dans cette partie. Et nous n'avons pas l'argent pour continuer ainsi, pas plus que les Européens. Merz est sur le point de s'effondrer. Macron est un homme mort en sursis. Starmer est un idiot qui n'est qu'un vassal des États-Unis. Et le reste des pays de l'OTAN se berce d'illusions en pensant qu'il y a un avenir fondé sur l'Empire. C'est un grand jeu auquel nous jouons en ce moment, mais il n'est pas soutenu. Le grand jeu, comme on l'appelait autrefois, n'est pas soutenu par des actifs. Il n'est pas soutenu par des actifs tangibles. Alors qu'en face, la Chine, et de plus en plus la Russie, en partie grâce à la Chine, dispose de nombreux actifs tangibles. Le PDG de Ford Motor Company conduit une voiture chinoise pour montrer à Ford Motor Company qui est en tête dans le monde en matière de technique automobile. Nous y sommes presque. Le temps est presque écoulé, mais il me reste 3 minutes. J'aimerais en profiter au maximum. Donc très rapidement, si je peux terminer avec une dernière question, pas nécessairement sur la géopolitique, mais je suis très curieux de connaître votre avis sur la façon dont la base électorale de Trump perçoit l'administration Trump jusqu'à présent. Je pense à l'extrême droite, aux républicains conservateurs traditionnels. Je veux dire, ils sont tous différents. Leurs objectifs sont différents. Et bien sûr, il y a aussi de grands milliardaires dans cette coalition. Mais comment ces différents groupes évaluent-ils l'administration Trump? En ce moment, ils sont terrifiés à l'idée qu'Epstein puisse faire dérayer tout l'appareil. Ils sont très inquiets de la situation autour d'Epstein, car de plus en plus d'informations continuent de sortir. Ils vont essayer de contenir l'affaire avec Ghislaine Maxwell et lui promettre tout ce qu'elle veut, probablement même une grâce totale, si elle accepte de raconter l'histoire comme il le souhaite. Je ne pense pas que cela va fonctionner. Je pense que même leur propre camp va rapidement flairer l'entourloupe. Ils vont devoir travailler extrêmement dur sur le plan national pour se sauver de l'affaire Epstein. Nous allons nous arrêter là, Colonel Wilkerson. C'est toujours un plaisir de vous parler, et merci beaucoup pour votre temps. Bien sûr. Merci de m'avoir invité, India. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Hit the subscribe button.